Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Marc-André Lalonde de Shaolin Kung Fu Laurentide. On parle de plein de sujets, outre son parcours dans les arts martiaux et son séjour en Chine. On a abordé le sujet de l'appropriation culturelle, le sujet de l'enseignement des arts martiaux en ligne. Bref, ça part dans toutes les directions. C'est notre épisode le plus long à date. Restez jusqu'à la fin. Pour vrai, c'est une discussion vraiment passionnante. Si jamais vous voulez soutenir le podcast en attendant la sortie du Patreon, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous permet de grandir. Bonne écoute! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit M. Marc-André Lalonde de Shaolin Kung Fu Laurentide. Bonjour, M. Lalonde, ça va bien? Salut, messieurs, ça va très bien, vous autres? Oui, ça va vraiment bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super cool. Moi, je ne ferai pas de cachette. Je vous ai découvert en passant devant le dojo. J'ai fait Shaolin Kung Fu Laurentide. C'est intéressant. Puis là, je me suis dit, je vais contacter le professeur. Si vous avez écouté un peu les épisodes, nous, dans le fond, ce qu'on veut voir avec vous, c'est votre parcours de vie, tout ça. Donc, peut-être vous présenter pour les auditeurs Bien à quel sûr. moment les arts martiaux sont arrivés, vous venez d'où, c'est quoi un peu votre background? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as si bien dit, mon nom c'est Marc-André, puis je vais avoir 44 ans dans quelques jours, donc j'ai 44 ans. J'ai commencé les arts martiaux, j'étais super jeune. Tu sais, à mon âge, je suis de la génération Karate Kid, OK? Donc, c'est clair. Moi, j'ai commencé, j'ai vu Karate Kid, puis je me suis viré de bord, j'ai dit à mes parents, moi, je veux être comme lui. Fait que c'est comme ça que mon parcours des arts martiaux a débuté vers à peu près 7 ans, je pense, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Okay. Puis, en même temps, je voulais être, moi, c'est comme je dis souvent à mes élèves, moi, j'avais 2 rêves dans la vie. Je voulais être soit un ninja ou soit je voulais être une rock star. Je voulais être une vedette de musique. Fait que, mon chemin, ça a été ça. Ça a été de poursuivre ces 2 rêves-là toute ma vie. Quand j'étais plus jeune, je me suis découvert un talent assez rapidement dans la musique et pas du tout dans les arts martiaux. Je commençais en faisant du karaté, du Shorin-ji-ryu avec Shihan Michel Lorrain. Donc, avant qu'il déménage qu'il parte pour la Californie, je ne sais pas si vous devez être familier avec Shihan Michel Lorrain, c'est lui qui a fait connaître le karaté Shorin-ji-ryu dans la région. Puis là, maintenant, il habite depuis plusieurs années. Là, il habite en Californie. Ses dojos là-bas, ça marche super bien. Il s'est parti aussi. Il a eu aussi une carrière dans les films, là, un peu. Le cascadeur. Donc, cascadeur, mais tu sais, j'ai pas suivi trop par la suite, mais en tout cas, ces choses sont bien déroulées, puis il a toujours gardé quand même des racines dans Laurentide là, pour le Shorin-ji-ryu, le karaté Shorin-ji-ryu. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait, mais j'avais pas de talent. Je regarde les médailles, les trophées, les trucs. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de ça. Tu sais, c'était plus difficile pour moi, les arts martiaux. Les compétitions, c'était une grosse source de stress. Puis, en Shorin-ji-ryu, on était vraiment encouragé à faire des compétitions, des fois poussé à faire des compétitions. Moi, ça, c'était pas mon fort. Donc, je faisais le karaté vraiment pour moi personnellement, mais l'aspect compétitif, c'était très difficile pour moi. Parallèlement à ça, la musique, je me suis rendu compte que c'était super facile, contrairement aux arts martiaux. Donc, j'ai fait les deux. La musique m'a servi de tremplin pour ma première carrière. Okay. Puis, en même temps, je continuais à faire le karaté comme un hobby.
Hein. OK. Moins comme c'était pas une grande passion, mais ça me gardait d'un sport parce que j'ai jamais été quelqu'un de très sportif. Dans le sens, les sports d'équipe, le hockey, tout ça, j'ai bien essayé. Mes parents m'ont fait essayer. C'était très difficile pour moi. Donc, je me suis dirigé naturellement en musique tout en continuant mon parcours dans le karaté jusqu'à l'adolescence. Puis, quand je suis arrivé au cégep, ben là, les arts martiaux ont pris le bord pour un petit bout de temps, le temps que je développe ma carrière, tout ça, de musicien. Puis, j'ai développé beaucoup de j'ai développé beaucoup de discipline avec la musique, bizarrement, jusqu'à un certain moment dans ma vie. Puis à partir d'un certain moment donné, ça a fait le switch. OK, la musique est devenue plus une façon de faire la fête aussi. Tu sais, le monde un petit peu plus sex, drug and rock and roll. La musique a fait partie, est arrivée dans ma vie plus tard. Donc, ça a été difficile. Puis, j'ai renoué avec les arts martiaux. Donc, au début vingtaine, là, 21, 22, j'ai renoué avec les arts martiaux. Puis, je suis allé faire de la boxe, kickboxing, tout ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais je cherchais quelque chose quand même de plus un côté spirituel en arrière du sport martial, en arrière de l'art martial. J'avais besoin de ce côté spirituel-là. Puis, je cherchais à aller à la base. Tu sais, je pensais dans ma tête, je vais aller chercher le vrai art martial. Tu sais, c'est dans ma tête. J'étais là, tu sais, j'avais pas la même philosophie qu'aujourd'hui. Donc, je cherchais, puis je suis allé, étant donné que j'avais déjà fait du karaté, j'étais allé vers un art martial. J'ai dit, je vais aller vers un art martial chinois, je vais trouver le kung-fu. Puis là, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que du kung-fu, c'était pas une affaire. Tu sais, souvent, je dis aux gens, le kung-fu, c'est comme parler des légumes. Tu sais, ouais, mais quels légumes? Il y en a toutes sortes. Puis il y a des légumes qui ne se ressemblent pas pantoute. Il y en a qui se ressemblent un peu, puis il y en a qui sont complètement différents. Mais le Kung Fu, c'est un petit peu ça. Il y a plusieurs styles, puis certains sont complètement différents. Donc en cherchant ce que je pensais qui était le Kung Fu, ben, je suis tombé sur Shaolin. Puis à ce moment-là, parce que Shorin Jiryu en karaté, ce que je faisais quand j'étais plus jeune, Shorin, c'est Shaolin en japonais. Mais moi, ça, je ne savais pas à cette époque-là. Donc, en cherchant Shaolin, ça m'a ramené par la force des choses, un petit peu vers le traditionnel, le kung fu traditionnel. C'est à partir de là que j'ai juste suivi, tu sais, j'ai go with the flow, j'ai continué là-dedans. Ça m'a fait du bien, ça a repimpé mon âme, mon esprit. Je commençais à être poqué de la vie un peu, autant physiquement que mentalement. Donc, le kung fu, puis la partie interne du kung fu qui s'appelle le qigong, le travail du chi, le travail de l'énergie, tout ça, ça m'a remis ça m'a aidé à me remettre une bonne santé mentale, spirituelle et évidemment physique. Puis j'ai juste continué à faire ça, puis tu sais, écouter les signes, écouter ce qui se passait, puis les opportunités sont venues à moi pour commencer à enseigner, coacher, assister dans l'école, la première école que je suis allé, une école qui était dirigée par Chefou Mario Etu, un Québécois qui est passionné de Shaolin Kung Fu. Il m'a offert l'opportunité de coacher dans son école, puis de fil en aiguille, ça a poursuivi comme ça jusqu'à temps que mon cheminement dans les arts martiaux prenne de plus en plus de place, autant c'est vraiment dans ma vie complète. Donc, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à faire les choses à moitié. Quand je commence quelque chose, c'est bien difficile pour moi de faire comme « Ah, essayer un petit peu de ça, un petit peu de l'autre ». Fait que ça a du bon, évidemment. Ça permet de pousser en profondeur dans ce que tu fais. Est-ce que le karaté a écrasé la musique ou vous en faites encore en même temps? Ou le Kung Fu, maintenant? Le Kung Fu. Ouais, le Kung Fu, excuse-moi. Les arts martiaux ont-ils écrasé la musique? Il n'y a pas de souci. En fait, moi, je dis souvent, le Kung Fu, il a sauvé ma vie. Là. Ma carrière en musique, j'ai comme fait une espèce de suicide professionnel en musique. Là. Je me suis mis à un moment donné, pas trop longtemps, mais un moment donné dans ma vie, je me suis mis à penser que j'étais comme Motley Crue, là, au Québec. Là, on se pense hot, là, on se pense bien bon. Puis dans le fond, écoute,
j'étais dans le chant français, tout ça. Je suis Jean Leloup, moi aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, je suis capable de faire des scènes, puis tu sais, sauf que moi, mon travail, c'était pigiste, tu sais, j'étais un gars qui était engagé pour aller jouer avec tel artiste une fin de semaine, pogner un contrat pour une tournée avec tel autre artiste. Tu sais, c'était pas à moi à faire le cave en avant, c'est à moi à tenir tu sais, moi, j'étais le gars qui était engagé pour faire la job pendant que eux autres font leurs affaires en avant. Donc, puis c'était aussi, tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans pendant, tu sais, j'ai commencé, comme je disais, la musique vraiment en même temps que j'ai commencé les arts martiaux. Donc, tu sais, depuis l'âge de 7-8 ans, là, en 4e année, je commençais la musique, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça devient lourd. Puis moi, tu sais, à partir de 11-12 ans, je savais c'était ça que j'allais faire dans la vie, tu sais. Puis à 11-12 ans, quand tu fais ça, à un moment donné, tu arrives plus tard dans ta vie, puis c'était fatigant. Tu sais, c'est devenu lourd. C'est devenu lourd. Donc, vraiment, le Kung Fu, il n'a pas écrasé la musique, mais il m'a sauvé, dans le fond, de ce que je croyais qui était... c'est comme la fin du monde, tu sais, quand tu fais un rêve, quand tu poursuis un rêve pendant tant d'années, puis que tu arrives au bout de quelque chose, tu sais que, oh boy, là, j'ai quoi en arrière de moi, tu sais? Qui suis-je maintenant que la musique n'est plus là? Exactement. Je comprends exactement. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça, l'ancien musicien. Ah, toi aussi, hein, Oui, exact. J'ai fait ça pendant 20 ans, moi aussi. Aïe, on se comprend. Ouais. Fait que c'est ça, le Kung Fu, je me suis rabattu là-dessus, j'ai recommencé, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, quand je me suis abonné à l'école, j'y allais 3 fois semaine, mais ça a pris à peine quelques mois que j'y allais de plus en plus, puis là, j'avais besoin de ça. Puis, comme la carrière de musicien, tu sais, c'est up and down. Puis, étant donné que moi, j'avais fait l'épée une couple de fois, puis là, les appels sonnent moins, le téléphone sonne moins dans ce temps-là. Que ça veut dire que ça fait plus de place pour le Kung Fu. Le téléphone sonne moins, c'est que tu t'entraînes plus dans ce temps-là. Puis c'est comme ça que je suis passé. Donc, j'ai arrêté la musique professionnellement pendant un bon bout de temps. Puis, tu sais, est revenu me rechercher. Je pense que je pourrais pas mettre ça de côté facilement. Là. Je le mets de côté, ça vient me rechercher. Là, en ce moment, j'ai recommencé à travailler en musique. Ça fait 3 ans que je partage mon enseignement avec les arts martiaux puis la musique. Okay. Donc, mais c'est ça, je m'en ai dit. Est-ce que l'enseignement des arts martiaux a amené à enseigner la musique? Écoute, moi, ce qui était la mort pour moi dans mon ancienne vie, c'était enseigner. Okay? Surtout en tant que musicien, moi, la dernière affaire, peut-être que Manuel, il peut comprendre ça aussi, je sais pas, mais moi, la dernière affaire... Il y en a beaucoup qui disent quand t'es pas assez bon pour faire, t'enseignes. Mais ce que je trouve ridicule, parce que, en tout cas, des très bons coachs, des machines, puis souvent des champions de NBA deviennent coachs après, puis en tout cas, je sais pas, là, mais... T'as raison. Les athlètes, c'est eux autres qui comprennent pas le mieux le jeu, mais c'est eux autres qui ont le plus d'expérience, puis après ça, de voir d'un œil extérieur, ça apporte beaucoup de choses qu'un coach qui n'a pas joué pourra jamais comprendre. T'as vraiment raison. Je te dirais qu'en musique, l'analogie est un petit peu différente parce que moi, je suis comme, tu sais, enseigner, t'es comme à 20 ans, t'es dans ton prime, là, tu veux veux pas, c'est comme, OK, m'a faire ça quand je vais être vieux, mais tu veux pas faire ça quand t'es jeune. C'est comme demander à l'athlète de hockey qui est dans ses prime time de dire, OK, là, arrête puis va coacher à des jeunes. Moi, en tout cas, je voulais pas. Puis, je l'ai fait quand même, enseigner la musique quand j'étais plus jeune, mais ça me rendait fou. Tu sais, c'était pas ça, ouais, c'est ça. Ben, j'étais très impatient. L'enseignement, je veux jamais enseigner de ma vie, j'ai ça. Tu sais, pour moi, la musique avait tellement une facilité, tu sais, comme on regarde le tableau en arrière, je me demande c'est quelle couleur. Tu me dis, il est blanc, tu sais. On se pose pas de questions. Moi, quand je disais, OK, t'entends-tu cet accord-là? Cet accord-là, c'est un accord majeur, puis que là, personne ne l'entend pas. Pour moi, c'était aussi évident que, as-tu vu le tableau, il est blanc? Fait que je développais beaucoup de frustration à dire, tu sais, comment ça, tu l'entends pas? J'étais pas un bon prof. C'était comme si... C'est bon d'avoir l'humilité. C'est parce que t'étais un naturel. Fait que quelqu'un ne pogne pas de même, t'es comme, allô? C'est ça. Moi, c'est ça. Des fois, ça m'arrive, vu que j'ai commencé jeune, les arts martiaux, des fois, je suis comme,
comment j'ai appris ça? Je le sais même pas. Fait que là, des fois, je suis comme, mais c'est facile, mais des affaires que j'ai Ouais. appris à la dure, là, je sais très bien l'enseigner parce que je connais tous les petits détails vu que je l'ai appris plus difficilement. Puis là, je suis Voilà. plus patient quand je l'enseigne aussi. Voilà, Mais- Jérémy, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour moi, Ouais. les arts martiaux, comme je vous disais au début, c'est quelque chose qui me demande du travail. Puis tant mieux, parce que c'est important je pense, quand tu as les choses faciles dans la vie, il y a un aspect, l'aspect Kung Fu, tu sais, dans le vrai sens du terme. Kung Fu, ça veut dire, tu sais, travailler dur. Ça veut dire développer des skills, des habiletés par le travail vraiment difficile. C'est ça que c'est le vrai sens de Kung Fu. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand tout est facile, tu fais pas du Kung Fu. Donc, pour moi, dans les arts martiaux, étant donné que tout est comme difficile ou tout demande du travail puis que c'est pas naturel, ben quand est venu le temps de coacher, je me suis mis à adorer enseigner les arts martiaux parce que je comprenais ce que l'élève qui a de la difficulté, je comprends ce que l'élève qui a de la difficulté vit, je comprends tu sais, OK, tu comprends pas de cette façon-là, ben moi non plus, on va l'essayer d'une autre façon. On va essayer de te faire comprendre de plusieurs façons, puis ça fonctionne. Mais je voulais pas enseigner la musique. Moi, je travaille aussi, j'enseigne les arts martiaux en milieu carcéral. Donc, OK. À j'enseigne Saint-Jérôme? à Bordeaux, à Montréal. À Bordeaux, à Montréal, Ouais, OK. je l'ai fait aussi à Saint-Jérôme OK. pendant quelques années. Puis là, maintenant, c'est à Bordeaux. Puis, évidemment, en temps de pandémie, là, c'est tout ça, c'est on hold, mais j'étais dans ma 12e année que je faisais ça, 11e année que je faisais ça, ouais. Bravo. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment trippant. Mais à Bordeaux, il y a aussi un centre de formation pour la musique. Il y a un petit département de musique. Puis, quand le prof a pris sa retraite, le département qui savait que j'avais été musicien, tout ça, m'ont offert de prendre la job. Puis, je leur ai dit, bien sûr que non, ça m'intéressait pas. Mais après ça, j'ai réfléchi à l'affaire. Puis, j'ai dit, parce que j'étais habitué de travailler avec cette clientèle-là, avec les détenus. Ça, je crée des bons contacts. Tu sais, c'est quelque chose que je me sens vraiment à ma place là-dedans, dans cet enseignement-là, puis dans ce partage-là. J'ai dit, mais si j'arrive avec le même minding, les gars, ils veulent pas apprendre, tu sais, à lire la musique, ils veulent pas nécessairement, je veux pas généraliser, parce qu'il y en a que oui, mais habituellement, les gars, ils veulent apprendre à gratter deux, trois, tu sais, ils veulent apprendre à jouer Wish You Were Here, Ouais, c'est là, ça. tu sais, Montre-moi telle tune, je vais apprendre cette montre-moi chanson-là. telle tune, c'est ça. Puis souvent, les gars, ils viennent parce que c'est une place, autant en Kung Fu, Qigong que je fais, qu'autant en musique. Je dis, je vais garder ça comme un safe space, tu sais, une place où tu viens, puis pendant que tu fais ton Kung Fu, tu penses pas au reste. T'es plus en prison, là, t'es dans ton guan, dans ton dojo, t'es dans ta place. Puis j'ai dit, ben, si je fais le même thinking en musique, ça va peut-être marcher. Au lieu d'essayer de les coacher sur faire des gammes puis tout ça, je vais créer une place où ce que les gars, on peut jammer, on peut chanter des tunes, puis ça a bien fonctionné. Donc, j'ai pris le poste. Donc, c'est comme ça que la musique est revenue dans ma vie par les arts martiaux. Autant les arts martiaux sont arrivés dans ma vie à cause de la musique, ben la musique est arrivée. C'est revenu. C'est revenu. C'est vraiment, puis autant au début, je voyais aucun lien entre la musique et les arts martiaux. Puis de plus en plus, je commence à faire des liens dans ma tête là, au niveau de la vibe, au niveau de l'énergie, même si c'est pas même si ça peut sembler deux choses très différentes. Tu sais. Dans les arts martiaux, il y a quand même le mot art, tu sais, où on peut aller chercher ce côté-là. Mais dans un kata, il y a un beat, il y a un tempo, il y a des pauses, il y a des silences, respirations. C'est ça, là, tu sais, c'est quand tu rentres un katana, là, c'est comme un violon presque. Là, tu veux avoir le beat, l'harmonie, tu sais, l'harmonie dans le mouvement, dans tout ton corps, ça c'est important. L'interprétation aussi de ton kata, c'est important, parce que sinon, ça peut être très robot. Tu sais, si tu le fais, tu peux avoir des belles techniques, mais que ce soit robot, pas de cœur, pas d'énergie. Pareil comme en musique. Tu peux être un technicien, mais pas un très bon créateur. Tu peux être un bon musicien, mais pas un très bon créateur. Tu sais, c'est mais c'est ça, tantôt, vous parliez que les sports, vous attirez pas, mais tu sais, le karaté, c'est plus comme moi, je vois vraiment des arts martiaux. Là, plus je vieillis, je trouve vraiment que c'est vraiment mieux ça qui englobe. C'est arts martiaux parce qu'après ça, tu peux tellement aller plus grand, puis tu peux ouvrir les horizons. T'sais. Tout à fait. Ça m'intéresse le truc en milieu carcéral parce que comment c'est arrivé ce contrat-là? Parce que
de prime abord, vous me dites, j'enseigne les arts martiaux Ouais, à des détenus. ouais, Puis, moi, tu sais, nous, on enseigne aussi. Puis la première chose qu'on dit, c'est le karaté, ça sert pas à attaquer, ça sert à se défendre. Mais tout à fait. par les Ah, mais gens je du pense milieu. que c'est super bon à ces Oui, gens-là oui, à mais apprendre à se c'est ça. contrôler, Mais mon justement. Ouais. point, c'est pas est-ce que le détenu va vouloir s'en servir pour frapper son voisin. Ouais. Mais par contre, les gens qui supervisaient, eux, est-ce qu'ils ont vu ça? Ils voyaient ça d'un bon œil, l'enseignement des arts martiaux en milieu carcéral? Parce que c'est C'est quand des... même, vous leur donnez quand même des outils. Tu sais, on s'entend, le détenu, il n'a pas Ouais. besoin d'apprendre le kung-fu pour savoir taper son voisin. Mhm. Mais je ne sais pas si vous voyez où ce que je veux en venir. Oh, oui, tout à Est-ce fait, que Mais, tout ça a à mais été fait. moi, accueilli à si bras je peux ouverts ou mettre ça a été... quelque chose avant, je pense que souvent, ce milieu-là, le milieu carcéral, des choses comme ça, les gardes de sécurité, la police, c'est des gens qui connaissent les arts martiaux souvent. Fait que peut-être qu'ils connaissaient mieux l'éthique. Je Ben, je sais pas sais si pas, c'est Ouais. mieux justement, je rapport. Non, mais voulais... en tout cas, Ouais. Ben, d'abord, c'est des bonnes questions que vous avez, puis je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Donc, je vais commencer par le début. Mhm. Comment ça se fait que je suis arrivé là? J'ai commencé à être dans le système carcéral en 2009. OK. C'est ça, 2009. En 2007, je suis parti en Chine pour perfectionner mon kung-fu, pour aller voir aller faire un pèlerinage au temple Shaolin. Mon maître à l'époque, Chefouettu, dont je vous ai parlé, qui avait son école à Laval, malheureusement, elle s'est fermée aujourd'hui. Mhm. Mais ce maître-là, qui m'avait offert l'opportunité d'enseigner, de coacher, il avait ouvert une succursale à Saint-Jérôme. C'était sa première succursale qui ouvrait. Alors, on était encore dans une école secondaire. On avait loué une école. Puis moi, il m'avait demandé, moi, j'habite Saint-Jérôme. Je me rendais à Laval pour faire les cours, mais quand il a ouvert la succursale, moi, tranquillement, j'ai commencé à m'en occuper un petit peu plus. Puis c'est en 2007 qu'il m'a demandé si je voulais prendre dans le fond, acheter l'école ou prendre en charge cette école-là, que ça devienne mon école. Puis moi, j'étais emballé, mais en même temps, tu dis, OK, là, on s'embarque dans quelque chose, là, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, ça m'intéresse, mais je veux partir pour Shaolin avant. Parce que je veux voir, premièrement, je veux me perfectionner, je veux devenir bon, OK, meilleur. Je veux prendre du credentials un peu, tu sais, arriver là puis dire, tu sais, je suis allé, j'ai vécu c'est quoi la vie de pratiquant de Kung Fu à Shaolin. Je voulais voir, c'est-tu quelque chose que je veux faire dans ma vie aussi. Puis c'est j'avais un aussi engagement. c'est un engagement. Puis il y avait aussi cette espèce de coupure-là qui s'est pas faite, ça s'est pas fait du jour au lendemain par rapport à la musique. Là. Mais j'avais besoin, le deuil se faisait tranquillement, puis j'avais besoin de faire cette espèce de OK, là, je suis prête à partir, je suis prête à laisser les choses que j'ai en ce moment, ce qui me reste, je suis prête à le laisser, j'étais retourné chez ma mère, j'étais prêt à partir. Puis, je suis parti après quelques discussions assez intenses avec mon chefou, je suis parti pour Shaolin. Je devais partir, je suis parti pour à peu près 6 mois, un petit peu moins que 6 mois. Je suis parti à janvier 2008. Puis, avec la promesse qu'en revenant, je prendrais en charge cette école-là de Saint-Jérôme. Puis, c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que je suis revenu en janvier. Puis, en février, je prenais à charge l'école de Saint-Jérôme. Par contre, vous le savez, hein, une école d'arts martiaux, quand tu ouvres ça, ça part pas avec 48 élèves, 50, 100, 200 élèves. Ça commence avec 3, 4 élèves. Puis moi, j'avais plus une scène. J'avais besoin d'argent. Puis, ma mère s'occupait de la bibliothèque de la prison de Saint-Jérôme. C'est elle qui était en charge de la bibliothèque. Fait qu'elle était tannée de ça, sa retraite, elle faisait ça en tant que retraitée. Puis elle m'a dit, Marc-André, si ça te tente, tu peux aller porter ton nom, aller faire la bibliothèque à la prison. Puis moi, j'ai besoin d'argent. Je dis, OK, on va aller faire ça. Puis en même temps, je dis, ça pourrait être une belle façon. Moi, j'avais comme vu un peu d'avance. J'ai dit, je vais rentrer là, puis je vais me proposer peut-être mes services. J'ai un pied dans la place. J'aimerais ça, moi, parler de méditation aux gars, parler de l'importance de bien respirer, l'importance, de vivre
plus possible trouver son instant présent quand c'est le temps. C'est des trucs de méditation. Puis c'est comme ça que ça a débuté. En rentrant là, j'avais le pied dans la place pour leur demander, pas pour leur demander, mais pour leur proposer mes services. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Puis j'ai commencé à Saint-Jérôme. Puis ensuite, Bordeaux a entendu parler de mon programme. Ça les a intéressés. Puis je me suis rendu à Bordeaux, j'ai fait les deux établissements jusqu'à temps que mon école prenne plus de place, Puis là, à ce moment-là, à Saint-Jérôme, c'était des cours le soir à prison. Puis moi, ça convenait plus avec mon école, qui, on le sait, la plupart des cours, c'est le soir. Hein. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai mis les pieds dans place dans le système carcéral. Ensuite, concernant le type d'entraînement, je vais me souvenir toujours quand j'ai commencé à Saint-Jérôme, j'avais un de mes élèves qui travaillait au journal local. Puis, quand il y a ça, il en avait parlé aux journalistes là-bas, à ses collègues. Puis là, ils ont, tu sais, wow, un gars qui enseigne. Fait que là, tu veux-tu passer une entrevue? Tu veux-tu passer une entrevue avec nous autres pour savoir c'est quoi tu enseignes au Kung Fu? Puis, je dis, bien sûr, c'est correct. Fait que j'ai fait l'entrevue, puis genre une couple de semaines après, ça passait en première page du journal local, là, du journal de la région. Puis là, ça a brassé un peu dans l'établissement parce que là, les gestionnaires, tu sais, ceux qui font comme ça, puis la une du journal, c'était il enseigne le kung-fu aux prisonniers ou aux détenus, quelque chose comme ça. Tu sais. Ouais. Là, tu me vois en train de... à laquelle je m'attendais. C'est pour ça que je c'est ça, question. exactement. Puis là, tu me vois en position de kung-fu, tu sais. Évidemment, les réactions ont été comme pourquoi il va apprendre aux détenus à se battre, pourquoi il va apprendre aux prisonniers à se battre. Puis évidemment, vous savez qu'en tant que pratiquant d'arts martiaux, on n'enseigne pas aux gens à se battre. T'sais. On enseigne aux gens la discipline, on enseigne aux gens la force mentale, la force physique évidemment, hein, mais la force physique pour nourrir notre force mentale aussi. Évidemment, l'autodéfense, la défense. Mais ça, pour vous dire la vérité, là, tu n'as pas besoin d'enseigner ça aux gars en dedans. Là. Ils savent comment s'arranger. C'est ça. Fait que c'est ça. Et moi, le programme que je leur présente en dedans, c'est pas, on fait pas de sparring, il y a pas de contact entre les gars. On travaille vraiment sur l'aspect comment utiliser le kung-fu, comment utiliser les arts martiaux pour se refaire une santé mentale, une santé physique. Donc, tu sais, les gars là-dedans, on peut penser, tu sais, des fois on a le cliché peut-être des fois que ces gars-là, tu sais, tout ce qu'ils ont à faire dans la journée, c'est lever des seaux d'eau puis pomper avec des... Tu sais, oui, il y en a qui font ça, OK? Mais la plupart, c'est pas ça. Là. La plupart des gars sont pas en shape. La plupart des gars, tu sais, les lits là-bas, c'est pas le Hilton. Là, okay? Non, c'est clair. On mange croche, on mange tout croche, on dort mal, on se fait réveiller, puis on vit dans un milieu extrêmement anxiogène, là, que ce soit dans notre... On peut jamais se dire « Ah, là, j'ai la paix, là, je suis tranquille. » Fait que ces gars-là sont tout le temps stressés. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on leur enseigne des petites méthodes, des méthodes simples pour respirer, pour s'étirer, méditer. Mais évidemment, si je disais à ces gars-là, OK, messieurs, on va vous montrer comment méditer, on s'assoit en rond, on fait du humming, on met du petit encens, ça marcherait pas, tu sais. Ça marcherait avec le cours serait moins populaire. Le cours serait moins populaire. Donc, on passe vraiment, j'utilise l'outil du Kung Fu, des arts martiaux, pour leur proposer, pour que ce soit intéressant pour eux autres d'apprendre à méditer. On va faire de la méditation en mouvement. Donc, on va faire des taolu, en japonais, des kata, en chinois, en mandarin, on dit des taolu. Donc, on va en faire, oui. Je ne vais pas expliquer nécessairement les applications martiales des taolu qu'on fait, des katas qu'on fait. Puis, une particularité de Shaolin qui détonne des fois, parce que, tu sais, avec mes élèves, on participe aux différents Open de la région, là. Puis, c'est sûr qu'on détonne avec des styles
plus, comme le karaté, des styles qui vont être un petit peu plus peut-être concrets dans les attaques ou dans les défenses ou dans les mouvements en tout cas. Tu sais, en Shaolin, des fois, il y a des moves là, que tu fais comme « Ah, c'était beau, mais fuck, à quoi ça sert? » Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ouais, c'est ça. Il sert à quoi le mouvement? Ouais. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est un beau sujet à développer si ça vous tente, mais pour l'instant, ces gars-là, ils n'ont pas besoin de savoir à quoi ça sert. Ils ont juste besoin de bouger, que leur mind, que leur esprit soit focusé sur une affaire. OK, moi, je leur dis tout le temps, vous traînez tout le temps un gros paquet de shit, un gros paquet de problèmes sous votre dos. C'est lourd. OK, vous avez un gros sac à dos très lourd de plein de problèmes. Correct. Quand vous entrez dans la salle d'entraînement, laissez ce sac-là à terre avant de rentrer. Rentrez, faites votre salut. Et là, tout d'un coup, vous n'êtes pas dans une salle de prison, vous êtes dans votre guan, vous êtes dans votre dojo. Et là, il n'y a pas de le garde à matin, ci, ça. Il y a juste, on s'entraîne. On s'entraîne. Quand tu vas ressortir, malheureusement, ton sac, il va être encore là, mon gars, c'est poche à dire. Mais toi, tu vas être plus fort. Ton sac va être moins lourd à traîner. Tu vas te rendre compte que peut-être il y a des affaires là-dedans que tu n'as pas de besoin. Tu enlèves ça tranquillement. Donc, c'est ça l'aspect. On travaille des éléments de fitness, on travaille beaucoup de stretching pour les aider avec tu sais, c'est tout le temps à la même place, là, le bas du dos, les sciatiques, les épaules, comment relâcher tout ça, comment travailler là-dessus. Ensuite, pour les techniques martiales, ben, on reste vraiment dans l'abstrait de l'art martial. Là. Je suis pas là pour leur, tu sais, on va pas faire de techniques vraiment sportives, c'est-à-dire, tu sais, on va pas être en position où ce qu'on va travailler les, tu sais, ok là, si quelqu'un est attaqué, fait ci, fait ça, c'est pas le but. Non, je comprends. Les gens en ce moment, vous voient pas, mais on vous a posé la question. Tantôt, l'image que vous utilisez est vraiment belle. Fait que vous êtes bien équipé. Ouais. Puis c'est ça, on se demandait, dans le fond, qu'est-ce que vous utilisez pour ça? Ben, c'est ça. Ce que j'utilise, j'ai une Sony A6100. C'est un appareil, semi-réflexe. Là. C'est un appareil photo qui est fait qui est vraiment idéal pour faire du streaming. Donc, c'est un appareil moyenne gamme, tu sais. Okay. Puis, avec ça, j'ai acheté beaucoup d'éclairage. Donc, l'éclairage aide beaucoup. Des spots, des bons micros pour quand on fait les lives. J'ai acheté ça quand j'ai su que tu allais me demander pour faire un podcast. Je me suis tout équipé avec ça, juste pour toi. Ouais. Là, aujourd'hui, tu m'annonces que c'est juste audio. Fait que là, je vais aller retourner ça au magasin. Mais non. J'ai acheté cet équipement-là, en fait, au début de l'été, fin printemps, au début de l'été, quand évidemment, le premier lockdown qu'on a eu, ça a été difficile pour moi, mais pas juste pour toutes les écoles d'arts martiaux, évidemment, pour tout le monde. Puis, dès que ça a fermé, moi, la semaine suivante, j'étais avec mon téléphone. Tu sais, j'ai pas un téléphone qui de crotte, là. Tu sais, j'avais pas payé le téléphone, mais tu sais, on s'arrangeait, là, j'allais au Guan, j'allais à l'école, là, on s'installait avec mes enfants, puis on faisait au moins 1 heure de cours par jour. Tu sais, juste, le but, c'était, oui, de continuer à montrer aux élèves qu'on est encore actif, qu'on est encore vivant, qu'on n'abandonne pas l'entraînement, qu'on n'abandonne pas. C'était pas nécessairement pour en faire un modèle d'affaires. La vérité, je suis pas sûr que je crois, ou que moi, en tout cas, j'ai envie d'en faire un modèle d'affaires, ces cours en ligne, là. Non. Par contre, je voulais que, tu sais, si t'es pour écouter quelque chose, tu veux que ça sonne bien, tu veux que ça soit bon, tu sais. Le côté perfectionniste, là, toujours qui revient, tu sais. Puis je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose, je vais le faire comme il faut. Fait que je me suis inscrit à un cours de comment placer l'éclairage comme il faut, un cours de, tu sais, comment faire des bons angles de caméra online. Je me suis mis à étudier ça. J'ai investi de l'argent dans des bons micros, des bon éclairage, une bonne caméra, tout plein de trucs pour filmer, pour pouvoir avoir quelque chose de qualité. Puis, c'est ça. Ce que je me suis rendu compte, après avoir étudié ça, après avoir tout préparé ça, c'est que il
faut que tu aies aussi le goût de le faire en live. Ouais. Faut que tu aies aussi le goût de le faire. Puis je le fais. On a des cours en ce moment, puis ça n'a pas vraiment arrêté depuis. On a des cours au moins 2 à 3 fois semaine. Il y a un cours que je donne, j'adore avec ma conjointe qui, elle, est coach de yoga. OK. Donc, on fait on a un bon, un bon petit training qu'on fait régulièrement. On commence à avoir notre follow-up, notre following qui nous suit, tout ça. Ça, c'est le fun, c'est quelque chose qu'on partage bien, mais d'enseigner les arts martiaux là, Non, juste devant, c'est pas pareil. Tu as besoin du contact, puis que ce soit oui, évidemment, le contact physique quand c'est le sparring, ça, je veux dire, ça va de soi. Mais même si tu le fais pas dans le sparring, ce contact-là avec la personne où ce que tu peux replacer sa main, que tu peux y taper dessus s'il écoute pas. C'est important de taper sur le monde quand il écoute pas. Non, par Zoom, ça va bien mal. Ça va bien Moi, mal. je ferme leur caméra. Je dis, OK, tu m'écoutes pas, là, tu niaises, là, tu déranges les autres. Bouh. Ouais, Regarde pas, c'est ça, mute. mais c'est tellement dur, surtout pour les... Tu sais, moi, j'ai un groupe, on les appelle les mini-moines, là. C'est les 4, 5, 6 ans, là. OK. Ceux-là, tu as l'impression d'être passe-partout, eux autres, quand tu fais les affaires. Là, souvent, ils te regardent de même. Ils font mais j'en parle, ça peut sembler mon expérience négative là, parce que j'en parle comme ça, mais je trouve quand même le moyen, on se supporte quand même là-dedans. C'est juste de voir qu'il y a encore de l'intérêt pour les arts martiaux, qu'il y a encore le goût de s'entraîner. Tout ça. C'est pas évident, c'est pas facile, mais on va chercher le bon là-dedans. Donc, ça garde le contact humain entre le professeur et l'élève. On le dit souvent dans d'autres épisodes, mais vraiment, c'est surtout ça, parce que c'est sûr qu'en termes de pratique et d'entraînement, ça peut aider à rester sharp, mais ça ne développera pas, ça ne fera pas avancer comme la pratique en live. Non, c'est pas évident. Donc, c'est ça, j'ai passé l'été à développer ce projet-là, tout ça, puis en le mettant en pratique, ben, il faut je sais pas si, puis il y a une espèce de, je veux pas, comment je vais dire ça? Il y a quelque chose, peut-être que je suis rendu trop vieux pour partir quelque chose dans ce genre-là. Évidemment, je pense me sens pas parce vieux. Moi, non, mais moi, j'ai 24, puis zéro pinball. Je championnat du monde par Internet. J'étais comme, ben non. Surtout que moi, j'en ai fait plusieurs en vrai. Je suis comme, je veux pas la light version. Je vais attendre. Puis j'écoute des podcasts d'humour, puis c'est la même chose. Des humoristes plus établis sont comme, moi, je vais attendre que ça revienne. J'ai vécu la vraie affaire. Je suis capable d'attendre, de patienter, mais je comprends que ceux qui ont le feu dans le ventre puis qui partent, eux autres, ils ont le besoin de se prouver, de faire, puis de même créer. Il faut que tu crées. C'est ça. Nouveau, fait que, je comprends cette... Ben, pas, là, je suis pas vieux, mais je comprends de vouloir faire de quoi, mais je comprends aussi je respecte aussi ceux qui sont comme, ben moi, je vais attendre qu'on revienne. J'ai déjà fait mes affaires, puis je suis capable de me donner 1 an ou 2, mais c'est sûr que ça reste de même, justement, 3, 4, 5 ans. Ben, tu vas me voir les faire en ligne à mener, là, tu sais. C'est ça. Ben, je pense que tu as mis le point là-dessus. C'est peut-être le fait d'avoir, tu sais, quand tu as quelque chose d'établi, de te repartir d'une autre façon, c'est peut-être pas, c'est difficile, c'est plus difficile. Pour ça, il faut faire preuve d'adaptabilité, évidemment, tu sais. On se dit toujours dans les arts martiaux, c'est ça, tu sais. Tu n'as pas le choix de faire preuve d'adaptabilité parce que sinon, tu sais, si le coup, il arrive pas comme tu pensais, tu vas te retrouver. Tu sais, il faut que tu saches jouer et puis être dans l'instant présent, tu sais. C'est la même chose avec ce qu'on vit en ce moment. Ça veut pas dire que c'est facile. Mais moi, pour terminer le sujet de l'équipement, ben c'est ça que j'ai fait. Puis je le regrette pas, je suis content. Ça fait quelque chose bien, l'audio, le visuel, tout là, c'est très cher. Ouais, j'ai checké ça, puis je suis allé avec un budget qui était abordable là, pour avoir quelque chose de bon. Puis l'expérience que j'ai à travailler dans des studios d'enregistrement, puis en audio, tout ça m'a aidé. C'est sûr que ça a dû aider, oui. Oui, c'est ça. Ça a aidé à choisir les bonnes affaires. Mais il y a une question aussi qui me trottait dans la tête depuis tantôt, parce que vous avez fait du karaté longtemps, puis vous avez fait le switch au Kung Fu plus tard. Bon, on sait historiquement que le karaté est parti à la base de Chine. Puis dans un autre épisode, on a interviewé on a rencontré quelqu'un qui faisait du long fist. Fait que lui, ça venait plus du nord. On sait que le karaté, grosso modo, là, je résume, mais ça vient principalement du White Crane Kung Fu.
Fait que Shaolin versus le karaté, dans votre pratique, c'est quoi, disons, les éléments que vous aviez dans le karaté que peut-être il y a moins dans la pratique du Shaolin Kung Fu et vice-versa? OK. Les éléments qui différaient. Ouais. Donc, par rapport aux arts martiaux japonais et chinois en général, c'est difficile à faire. OK, les styles japonais, c'est ça, puis les styles chinois, c'est ça. Parce que comme je disais au début, puis surtout en karaté, je sais que selon les styles, ça peut être sensiblement différent. Je pense à une bonne amie à moi qui fait du Goju Ryu, Marie-Lou Crête, c'est Marie-Lou Crête, ou d'autres qui font du Kyokushin, ça va être différent. Mais on reconnaît quand même du karaté, tandis qu'en Kung Fu, on peut faire du Wing Chun, puis du Tai Chi. Tu vas faire comme, OK, si ça, c'est du Kung-Fu, ça, c'en est pas. Parce que c'est comme pas toute la même affaire. Donc, les arts martiaux chinois, c'est tellement vaste, puis c'est sur tellement une longue période que y a beaucoup de différences, même entre les styles. Mais je pense que ça commence à arriver avec les styles japonais. Un peu. Aussi, parce que, hein? tu sais, le Kenpo, il y a le Kenpo, mais il y a l'autre, il y a le Nixero Kenpo, il y a le Kenpo qui il y a des Jean-Guy Angèle. Ça commence à se faire parce que ça commence à vieillir, les styles, les styles de karaté aussi. Ça commence à faire une centaine d'années, là, ça commence à avoir des origines, mais justement, les styles chinois, comme vous dites, c'est plus vieux. C'est déjà plus fait, tu sais. C'est déjà beaucoup plus... c'est déjà fait, là, tu sais. Fait que c'est quoi la distinction, selon vous? La distinction, moi, souvent, quand les gens, mettons, le néophyte, la personne qui m'appelle pour prendre des cours, puis qui me dit c'est quoi la différence entre du Kung Fu et du karaté, première chose que je vais leur dire, c'est le karaté va être un peu plus carré, disons, puis les styles chinois vont être un peu plus ronds. Okay. En tout cas, le Shaolin Kung Fu va être plus rond. Je parle à la personne qui connaît pas les arts martiaux, là, je dis, karaté, c'est plus carré. Évidemment, c'est très réducteur de dire juste ça, parce que là, je parle à des gars de karaté, on sait que c'est pas ça, c'est pas juste ça. Non, mais le Shaolin Kung Fu, c'est du hard style, soft style, tu sais, hard style, soft style. C'est un thème que j'ai tout le temps trouvé un petit peu étrange. C'est un terme anglophone aussi. Je sais pas si, qui se traduit peut-être d'une façon, en tout cas, moi, avant, je le prenais d'une façon un peu péjorative, comme, karaté, c'est dur, puis le kung fu, c'est mou. Moi, mais je le vois pas comme mou. Quand je regarde Jet Li faire un film, puis ça, c'est stuff, mais quand tu regardes ça rentre, là. Ça rentre. C'est juste que la manière de partir, le coup est pas pareil, mais ça rentre au poste, là, tu sais. Moi, quand tu parles de soft, tu dis c'est mou, tu sais, c'est comme, moi, j'étais comme, les premières fois que je suis allé dans des open, puis que là, ils me cassaient dans le soft mou, j'étais comme, moi, je suis pas mou, man. Mais je comprends mais évidemment, si on voulait le traduire, je dirais plus carré ou rond, tu sais. Fluide versus straight ou direct, tu sais, peut-être. Puis encore là, ça dépend des styles. Des styles là. Je me concentre sur le Shaolin Kung Fu. Donc, ça, c'est une différence. Oui, le White Crane a influencé le karaté à la base, puis le White Crane est influencé par Shaolin. Maintenant, Shaolin, on dit que Shaolin a plus que 1500 ans d'existence. Le temple a été construit aux alentours de 495. OK? Mais il n'y a pas eu de. Avant ça. Est-ce que c'est là que vous avez fait votre pèlerinage? C'est exactement là. Oui, okay. C'est là. Wow. C'est là. Il y aurait des affaires à jaser là-dessus. Ça devait être magnifique. Mais c'est pas le temple d'origine parce qu'il avait brûlé à une certaine époque, non? Oui, il a brûlé. Là, il est reconstruit. C'est ça, ils l'ont fait. Quand on embarque dans ces affaires-là, premièrement, d'abord, ce qu'il faut savoir, puis c'est qu'avec toutes ces années-là qu'il y a derrière la légende du temple Shaolin, c'est ça, c'est que l'histoire est devenue légendaire. Quand on parle de légende, on parle aussi, on parle d'exagération.
Hein? Quand on parle de légende, on parle d'une histoire qui a des sources véritables, tu sais, puis qui a été déformée, le jeu du téléphone, sur des dizaines, des centaines et des milliers d'années, maintenant plusieurs centaines d'années en tout cas. Puis le temple a été détruit au minimum 3 reprises, dont la dernière fois en 1928, puis là, il a été détruit. Il a été reconstruit seulement dans les années 60. Il a commencé à être reconstruit dans les années, fin des années 70, début des années 80 environ. Okay. Donc, pendant longtemps, le temple Shaolin était perçu en Chine comme une légende, mais en plus, des gens pensaient que ça n'existait juste plus, le temple Shaolin, tu sais. Ce qui a remis Shaolin... Un mythe, c'est ça. Ce qui a fait renaître le temple Shaolin, ben, c'est quoi? C'est un film. C'est Jet Li. Son premier film, Jet Li, c'est Shaolin Temple, qui est sorti en 1984, je crois, me semble, en tout cas de mémoire. Puis, Jet Li était déjà une grande vedette en Chine. Okay. Avant d'être une vedette de cinéma, il était un champion national de Wushu à plusieurs reprises. Puis, il a même rencontré aussi le président, si je me trompe pas, c'est le président Nixon. À cette époque-là, on était dans le rideau de fer en Chine, à la Chine communiste qui s'ouvrait tranquillement au monde. Donc, ce type de rencontre-là, on se souvient aussi du ping-pong, tu sais, qu'il y avait eu le ping-pong avec les États-Unis. Puis, bon, il y a eu plusieurs... les sports servent souvent à rapprocher, unir des pays ou des... Donc, la Chine s'est servi aussi de ses arts martiaux, puis de s'ouvrir, parce que pendant plusieurs années, les arts martiaux étaient... pendant un certain nombre d'années, les arts martiaux étaient tout simplement interdits en Chine. Puis ensuite, ils n'ont pas été interdits, mais ils étaient très découragés, puis ils n'étaient pas... tu sais, dans le temps de la Chine de Mao, de la Révolution culturelle, c'était pas valorisé. C'était très dénigré. C'était comme vu la vieille Chine. Nous autres, on veut refaire une nouvelle Chine. C'est ça que la révolution culturelle a emmené avec quelques points positifs, mais avec tellement de points négatifs aussi. Donc, les arts martiaux ont passé dans le tordeur. Tu sais, les arts martiaux par rapport à la Chine, puis surtout la Chine en ce moment, on ne faut pas oublier que la Chine est communiste. Hein? Donc, tu sais, toute l'histoire qu'on entend, tout ça, c'est beaucoup géré aussi, c'est filtré. Okay? Je veux faire attention, pas faire attention à ce que je dis, mais je veux pas péter la bulle du trip de Shaolin, tu sais, du temple Shaolin, puis des moines qui sont là, parce que je l'ai vu, je le vois, puis mon chefou en ce moment, mon maître dont je suis disciple, est vraiment c'est un moine de Shaolin. Il a passé toute sa vie là. Il habite à Toronto depuis quelques années, mais il y a encore il y a vraiment le cœur puis l'esprit bouddhiste. Tu sais, la vraie affaire. Mais en arrière de tout ça, il y a des considérations aussi commerciales puis des considérations autres. OK? Donc, le temple Shaolin, oui, il a été reconstruit dans les années 80 à cause de la popularité, entre autres, du film de Jet Li. Ça a l'air que les jeunes se rendaient, je sais pas si c'est ce que j'ai entendu, là, les jeunes se rendaient à cette époque-là par centaines, par milliers pour aller visiter, pour aller devenir un moine du temple Shaolin, mais il restait seulement 3 moines là-bas, puis ces moines-là, il y avait d'autres affaires à faire que de faire du kung-fu, on s'entend, il fallait qu'ils survivent, il fallait qu'ils vivaient des dons des paysans alentours, tu sais, puis de la population alentour. Ils n'étaient pas en mode on s'entraîne comme des débiles 8 heures par jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, quand le gouvernement a vu la possibilité, l'intérêt, c'est ça, du temple, ben ils ont mis les fonds nécessaires pour développer ce temple-là, développer le temple. Puis plusieurs écoles se sont greffées juste à côté, tu sais, comme tu avais le temple Shaolin, puis juste l'autre bord, c'est pas l'autre bord de la rue, parce qu'il n'y avait pas une rue, mais tu sais, juste en face, il y a une école qui se bâtit, une autre école, une autre école, une autre école. Ça s'est bâti très rapidement, mais il y avait beaucoup d'écoles qui avaient pas ben de bon sens là-dedans non plus. Donc
il me semble que c'est en 2004 ou 2005 que là, ils ont vraiment fait le ménage là-dedans, 2003 peut-être. Et ils ont vraiment fait le ménage. Ils ont exproprié toutes ces écoles-là. Ils ont mis des règles plus importantes pour que seulement que les écoles sérieuses restent. Puis ils ont toutes exproprié ces écoles-là dans la ville de Dongfang. Okay. Donc, la ville s'appelle Dongfang. Le temple Shaolin, il est en bordure de la ville. Là. Donc, okay. Tu sais, quand on partait de la ville, on prenait l'autobus, ça nous prenait 10 minutes, on arrivait au pied des montagnes, on arrivait au temple Shaolin. Puis là, on pouvait visiter le temple. C'est un des lieux touristiques les plus populaires en Chine. Donc, c'est pas là qu'on va se recentrer, puis on va méditer, puis qu'on va passer une vie tranquille. Mm-hmm. En ce moment, parce que c'est juste des touristes. C'est tout du le temps, tourisme. tout le temps. C'est tout le temps du tourisme. Ça avait l'air de quoi l'entraînement là-bas? Parce que tantôt, tu disais que tu avais été passé quoi, 6 mois? 6 mois, ouais. Ouais, c'était quoi l'entraînement? Ça avait l'air de quoi? C'est la mort, mon gars. Ah c'est ouais, la hein? mort. C'est la mort. C'est dur, man. C'est dur. Moi, j'étais dans une... Tu sais, parce que comme je dis, je me suis pas entraîné directement au temple Shaolin. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Puis, il n'y avait plus de classe. Tu sais, tu pouvais pas aller étudier là vraiment. Donc, c'est dans une des nombreuses écoles. Une des plus grosses de la ville. Une des plus grosses écoles là-bas, Tago, se vante d'avoir plus de 36 000 élèves. OK? Je ne sais pas s'ils ont 36 000 élèves, mais je te garantis que moi, je suis allé à Tago, là, c'est juste débile, là. Des milliers d'élèves, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, faut s'imaginer aussi que la Chine sont beaucoup, hein. Fait que, puis ils habitent là, les élèves, dans toutes les écoles, même les plus petites écoles. Moi, je n'étais pas allé à cette école-là, je l'ai visité, mais je ne suis pas allé à cette école-là. Je suis allé dans 2 autres écoles avec un plus petit nombre. J'avais besoin d'être quelqu'un là, parmi les élèves. Tu sais. Fait que je suis allé dans une école plus petite. Puis, on se levait à 5 heures. C'était 9 heures d'entraînement par jour. Okay. C'était sur 7 jours semaine. Donc, les 5 premiers jours, on avait 9 heures d'entraînement par jour. Puis, le 6 puis le 7e jour, le 6e jour, en fond, on faisait la moitié de la journée. On avait off jusqu'à en après-midi du dimanche. Puis le dimanche, donc, le matin, ça commence selon la température, selon la saison. On débutait entre 5h et 5h30 le matin. On avait méditation, Qigong. Donc, le Qigong, c'est des exercices, travailler son souffle, travailler le mouvement lent, travailler vraiment son énergie. Méditation, Qigong, puis Bufa. Bufa, c'est le travail des stances, le travail des positions. Donc, vous pouvez pas garder le horse stance, tu sais, c'était tout le temps. Tu sais, garde-le jusqu'à quand? Comment ça, jusqu'à quand? Fais-moi à bout, tu sais. La question que les élèves posent tout le temps, combien de temps il faut qu'on le tienne? Moi, la première, tu sais, puis je connaissais les arts martiaux pareil, là, tu sais, j'étais pas, tu sais, mais la première fois que je suis arrivé à l'école, le chefou, il m'a demandé de faire une forme, tu sais, de faire un kata, voir où est-ce que j'étais rendu. Puis là, il me regarde, puis il réagit pas trop, puis il me dit « OK ». Là, il parle en chinois. Tu sais, moi, ça faisait 1 an, je prenais des cours de chinois avec un monsieur à l'école, ma première école de Kung Fu que je suis allé. Un monsieur chinois qui était gentil. On passait un petit groupe, là, 1 heure les samedis ensemble à essayer de parler chinois, puis tout ça. Puis quand je suis arrivé en Chine, en débarquant de l'aéroport, j'embarque dans le taxi, puis je dis avec mon meilleur chinois, tu sais, je veux aller à la station de train, tu sais. Puis là, le conducteur s'est viré de bord, s'est mis à me parler. Puis là, j'ai fait comme « Fuck, je comprends rien, man. Je comprends rien. Je parle pas chinois pantoute. Mauvais chinois. Je ne parle pas chinois. » Là, sort ton livre. Ça a l'air d'une autre époque, là, mais en 2007, tu n'avais pas Google Translate. Là, c'est fou comment ça va vite. On parle juste, ça fait pas si longtemps que ça, mais là, on était encore avec les petits livres. Là, fait que là, je cherche dans mes livres pour me... En tout cas, ça a été rough. J'ai même dû quêter la première journée que je suis arrivé en Chine parce que je me suis fait arnaquer. Fait que j'avais plus une scène dans les poches. Puis il a fallu que je quête de l'argent pour prendre le métro. Ça a été magnifique.
Mais bon, quand je suis arrivé en Chine, quand je suis arrivé à l'école, puis que le maître m'a accueilli avec une assistante, une femme qui était son assistante, qui parlait un petit peu anglais, là, qui baragouinait l'anglais. Donc, elle m'a dit, OK, le maître trouve que tu manques des bases, après lui avoir montré sa forme. Il voudrait que tu y fasses le horse stance, le cavalier, qu'en chinois, on appelle le mabu. Donc, il me dit, fais mabu. Moi, je m'installe, je fais mabu. Il regarde son assistante, commence à parler. Elle dit, chef fou, il voudrait te montrer comment le faire comme il faut, tu sais. Là, il me montre comment le faire comme il faut, puis là, il dit, OK, bouge plus, puis on se revoit plus tard. Et il s'en va, tu sais. Moi, je reste là 2 minutes, 3, là, mais je me relève, là, je dis, bon, OK, on fait ça. Puis c'est tout dehors, là, tu sais, c'est dehors, là, OK, on s'entraîne dehors. Puis, bon, OK, ben là, c'est pas trop. Je me réinstalle, je fais mon horse stance, puis j'attends. À un moment donné, je le vois qui s'en vient, tu sais. Je suis comme, yes, il va venir me parler, tu sais. Il passe devant moi, il me regarde même pas, il continue. Écoute, j'ai fait le horse stance pendant la première heure, OK? Je voulais virer fou la première heure et demie. Évidemment, je suis pas une machine 1 heure et demie sans me lever, là. Tu sais, up and down, là, on se lève, on se rebaisse, on se lève, on se rebaisse. Vous savez, c'est quoi, là, tu sais? Fait que là, le cours fini, il n'est pas venu me revoir. Fait que là, les élèves viennent me voir, ils me font signe. OK, c'est fini, viens manger, tu sais. On va manger, je reviens le 2e cours. Bon, qu'est-ce qu'on fait? L'assistante vient me voir et dit, pratique ton mabou, tu sais. Le maître va venir te voir. 3 jours, man. 3 jours de temps. 3 jours. Il est venu me voir le 4e jour. Puis il m'a fait faire le 4e jour, il m'a fait faire gongbu. Handstand maintenant. Le gongbu, je sais pas c'est comment vous l'appelez. Position avant? Là, position avant, là, ici, là, tu sais, avec le genou fléchi. Un front stance. Ouais. Après le horse step, front step, that's it. Okay. Wow. Ça a pas duré, il n'a pas duré 3 jours. Il n'a pas duré 3 jours. Il m'a fait faire ça pendant une journée là, avec le mabou, le gongbu. Puis, lui, il était plus beau, celui-là. Moi, je pense plus qu'il voulait tester mon caractère. Okay? Oh, ouais. Il voulait vous casser, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis, on avait entendu un gars, lui, qui faisait du Wing Chun. Je me souviens plus quel art martial qu'il faisait. En tout cas, un Kung Fu. Puis, c'est un des élèves, un Français. Il y avait un jeune Français qui était là. Une chance, lui, il m'a sauvé la vie. Il était dans sa 3e année à cette école-là. Fait que, son chinois était parfait, là, tu sais, je veux dire. Puis il était super cool, le jeune. Fait que il dit, je dis, je suis tanné un peu, m'a pratiqué mes affaires de tai chi, tu sais, je fais du tai chi, hein, j'aime ça. Puis il dit, non, le dernier gars qui a pratiqué des affaires qui n'étaient pas ce que le chef fou montrait, il s'est fait mettre dehors, il est puissant, il s'est fait mettre dehors, tu sais. OK. Fait que c'est ça, c'est dur. C'est que c'est ça, c'est 1 heure et demie le matin à l'école où j'étais. OK? Les écoles en général, dans cette région-là, c'est 6 heures d'entraînement par jour, 6 jours semaine. Ça, c'est la moyenne. Nous, l'école que j'allais, qui était vraiment, qui s'identifiait vraiment comme très traditionnelle, tout ce qu'on faisait était Kung Fu. Tu sais, je veux dire, on faisait le ménage, tu sais, comme Karate Kid, là, tu sais. Tu fais le ménage en Kung Fu. Tu sais, tu fais la vaisselle en Kung Fu. Tu sais, tout ce qu'on faisait, on le faisait en Kung Fu. Donc, c'est ça. 1 heure et demie le matin. Après ça, on allait déjeuner. Après ça, c'était 3 heures d'entraînement l'avant-midi où on faisait du power training, là, du fitness. On faisait des Jibangong. Les Jibangong, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des techniques de base. Donc, single movement, là, on faisait ça. Puis après ça, on avait la pause pour dîner et pour prendre un break, là, faire une sieste ou quelque chose. Après ça, on repartait pour 3 heures. Puis là, c'était les formes. Taolu, forme. Puis le soir, après ça, on soupait. Après ça, le soir, après le souper, on avait 1 heure et demie qui était pas un cours, mais qui était une période où ce qu'on devait réviser. Okay. C'est dans ce moment-là que moi, j'étais plus tranquille. Tu sais, dans des fois, parce que, j'étais jeune, je suis allé en 2007, j'avais 29, 30, c'est ça à peu près. Mais tu sais, j'étais jeune, mais j'étais vieux en maudit pour faire ce que tu sais, là-bas, c'est tous des enfants là, qui s'entraînent. Là. Ils sont
ils sont emmenés là-bas, dans ces écoles-là, très jeunes, puis ils habitent là, tu sais, il y a des dortoirs, ils voient leurs parents quelques semaines durant le Nouvel An chinois, puis ils retournent, puis ils font du kung-fu jusqu'à temps qu'ils cassent ou qu'ils soient rendus des machines, là, tu sais. Wow. La plupart de ces gens-là, de ces jeunes-là, vont finir soit militaires ou soit, tu sais, tout ce qui est sécurité. Mm-hmm. Leur rêve, c'est bien entendu d'être le prochain Jet Li et compagnie, parce que là-bas, il y a quand même une bonne organisation pour tout ce qui est, tu sais, spectacle de kung-fu, les séries d'arts martiaux, tu sais, la télé, tu sais, il y a une bonne industrie des arts martiaux. Ah, c'est fou, là. C'est comme ici, le hockey, c'est leur culture là-bas, là. Genre, ils ont une école pour faire des arts martiaux, là. T'as même pas besoin d'aller à l'école, là. Tu fais juste du kung-fu, là. Ouais, c'est malade. C'est dur à concevoir pour nous ici. C'est dur, mais c'est le paradis, c'est le rêve, là. C'est next level, là. Comme tu vas, tu vis d'arts martiaux, là. C'était, je vais dire, wow, c'était dur. Tu sais, je suis revenu avec des blessures. C'était pas le rêve tout le temps, tous les jours quand tu étais sur place. Hein. Je suis revenu avec des blessures, c'est sûr, parce que je pense pas que ce soit hyper intelligent de s'entraîner 9 heures par jour, 6 jours semaine, 7 jours. Tu sais, il faut que ton corps se repose, ton corps il a besoin de se reposer. C'est pas dans la stratégie ou ils sont pas là, tu sais, ils sont dans fort, travaille fort, arrête pas, tu sais, ça va finir, tu sais, si t'es pas en train de saigner, t'es pas supposé de pas t'entraîner, là, tu sais, si c'était pas quelque chose qui est pété, tu devrais t'entraîner. Puis là-bas, je veux pas sembler, c'est dur, on veut pas généraliser, mais j'ai l'impression que la force du nombre fait que tu as le droit d'en péter une coupe, puis c'est pas grave, parce que les bonnes, ceux qui pètent pas, ils restent, tu sais. Je sais pas si vous me suivez un peu, là, mais il y en a, tu sais, je veux dire, ils font faire les splits aux jeunes, là, j'ai vu ça, à tirer pour les jeunes, ça braille, tu sais, puis beaucoup, tu sais, écoute, là, en 2020, c'est-tu encore comme ça? Je sais pas. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'était en 2014, mais tu sais, je suis allé avec des élèves, je suis allé pour un tournoi d'arts martiaux, on s'est entraîné là-bas, mais tu sais, j'ai pas vécu la même chose en 2014 qu'en 2007. OK? On devait y retourner cette année en 2020. Notre programme était lancé, tout ça. On avait une belle gang, tout le monde était prêt. Puis, ben là, on préparait ça depuis, novembre, décembre 2019. Là, on préparait nos affaires. Puis là, bon, c'est on hold. Mais c'est ça. La Chine, c'est pas à place. Ouais, non. Pas à place. Pas à place. Mais pas la destination vacances par excellence. Non, mais Shaolin, c'est pas une destination vacances. Non. C'est une destination où ce que tu vas. Les Chinois, ils disent Cheku. Ça veut dire eat bitter. Ça veut dire mange amer. OK? Ça veut dire tu souffres. Tu sais. Puis il y a cette espèce ouais, il y a ce thinking-là derrière les arts martiaux chinois où il faut que tu souffres, il faut que ça fasse mal. Puis c'est dans l'entraînement était vraiment, vraiment difficile. Puis la deuxième école que j'ai faite, ben c'était un petit peu moins d'heures par jour, c'était 7 heures par jour, 6 jours semaine. Quand même. Mais c'était difficile, je me souviens. L'école était pas très grande, mais était sur plusieurs étages. Puis les étrangers, ils habitaient au dernier étage. Puis mon plus gros défi dans la journée, c'était me rendre puis descendre de ma chambre. J'étais raqué. L'escalier, j'étais constamment raqué, constamment. Fait que, de vivre, tu sais, quand tu dis tout ton monde, cette ville-là, Dongfang, ça vit du kung-fu maintenant. Il y avait d'autres choses. Ils vivent de d'autres choses, du charbon, entre autres, mais c'est vraiment devenu une ville de kung-fu. Donc, tu sais, dans les rues, là, dans les artères principales, tu vas avoir comme un café Internet, un magasin de cellulaire, un magasin de kung-fu. Wow. Puis des magasins de kung-fu, là, qui vont, tu sais, des armes, des uniformes, des whatever, là, tu sais. C'est vraiment une ville de kung-fu. Là-bas, le matin à 5 heures, ça dépend, 5 heures, 5 heures et demie, les cloches sonnent, l'espèce de sonnerie,
c'est fatigant. Là, puis là, tout le monde sort. Puis là, t'as des rangées dans la ville de monde qui courent 2 par 2. Puis là, ça partout dans... je te dis, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Vraiment quelque chose de débile. Ta vie devient complètement juste Kung Fu, juste arts martiaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas... mais c'est dur. C'est dur. Puis, je sais qu'il y avait ça avant, dans l'ancien temps, là, dans mon temps, quand j'étais petit, par rapport au karaté, que, tu sais, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec Chian Michel Lorrain. Lui, il est un des premiers à avoir fait des compétitions au Japon, puis ça a l'air que c'était, tu sais, il a gagné, mais les refs voulaient pas le faire gagner, selon la légende, tu sais, je parle dans les débuts des années 80. Là. Ouais. C'était comme tu pouvais pas, je sais peut-être vous allez pouvoir me contredire là-dessus, mais moi ce que j'ai entendu dire c'était qu'au début là, dans les années 80, tu pouvais pas être aussi bon qu'un Japonais en karaté. Puis mon chefu, mon chefu Shuguo-song, mon maître, il m'a déjà dit à un moment donné, puis je sais qu'il le disait pas par racisme ou par méchanceté mais il m'a dit, Marc, ton Kung Fu, il est vraiment, vraiment, vraiment bon, mais t'es pas chinois. Mais t'es pas chinois. Puis, ce qu'il voulait dire, ce qu'il m'a dit après, il dit, le Kung Fu, c'est dans la culture aussi. C'est pas juste dans faire les moves, c'est dans la culture de qu'est-ce que tes parents, tu sais, il y a quelque chose de vraiment très culturel, deep, que ça a l'air qu'on pourrait pas comprendre parce que je sais pas. Mais moi, je suis blanc, je suis pas noir non plus, puis je fais un mean reggae music, mon gars. Je suis bon en reggae, tu sais, puis je suis pas noir, puis tu sais, j'aime le kung fu, je suis pas chinois, tu sais, je sais pas. Mais là, ça, c'est le débat de l'appropriation culturelle, tu sais. Est-ce que tu sais, moi, je me suis déjà posé cette question-là vraiment, vraiment forte. Parce que moi, j'ai commencé les arts martiaux à 5 ans. C'est tout ce que je fais. Puis je suis comme, est-ce que ma vie, c'est du vol d'une autre culture, tu sais, dans le fond? Parce que, tu comprends-tu? Puis ça m'est déjà passé dans la tête. Puis je suis comme, je pense que si tu fais quelque chose, puis tu le fais avec tout ton... Avec le respect de cette culture-là. C'est ça la clé. Ouais, mais ça fait pas longtemps que tu poses cette question-là, je suis sûr. On se posait pas cette question-là il y a un an ou deux. Okay, même un an ou deux, c'était appropriation. Plus. Parce que moi, c'est quand j'ai ouvert mon dojo, plus dans les années 2014-2015, mais ma copine était arabe dans le temps. Fait que, je voyais déjà des affaires d'appropriation à des places, puis tout, puis ça venait plus me toucher un peu, puis j'avais eu cette chose-là, parce que justement, c'est pas notre culture du tout. Puis, ça a été amené par les Américains. Fait qu'est-ce que nous autres, on apprend des Américains, ça rend tout ça mieux? C'est comme... Ouais, je comprends. Mais, en tout cas... L'appropriation culturelle est plus amable depuis peut-être 2 ans. Là, avant, on y pensait pas trop. Non, le terme n'était pas dans l'espace public. Là. C'est ça, exactement. Donc, ça nous remet en question sur certaines choses. Puis en même temps, moi, j'embarque pas là-dedans. Là. Ces histoires d'appropriation. Tu sais, je veux dire, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on peut, on le fait. Puis je pense que faut le faire avec son cœur. Tu le fais avec ton cœur, tu le fais, puis tu le fais avec respect, puis avec ton cœur, puis je pense que you can't go wrong. Là. Tu sais, tu peux être un bon prof, un mauvais prof. Tu peux avoir des bonnes techniques, des mauvaises techniques, tu sais, mais en ce qui concerne l'art martial en général, si tu vas avec respect et avec ton cœur, tu peux pas te tromper ben. Donc, ce que vous disiez à l'instant, ça me sonnait une cloche, le débat de l'appropriation culturelle, parce que moi, dans le fond, là, tu viens de dire que tu faisais du reggae, mais moi, j'ai fait du hip-hop pendant 20 ans, ou près de 20 ans, puis j'ai fait des albums, tout ça. Puis là, avec l'appropriation culturelle qui est arrivée dans le débat dans les dernières années, les rappeurs blancs qui étaient actifs, ils se sont fait interpeller sur le sujet, veut pas. Et dans le milieu des arts martiaux, on dirait que, je pense que ça se discute, mais c'est moins criant. Je ne sais pas si c'est peut-être mon impression, mais si de façon générale, les Asiatiques et les Japonais, les Chinois, culturellement, ont toujours été
très portés à exporter leur culture. Ouais. De C'est façon, ça, puis la Chine... l'appropriation culturelle, c'est une culture marginalisée qui est prise par une culture dominante versus là, moi, je trouve que c'est une culture qui, comme tu dis, qui est se très développe. dominante. C'est ça, elle est tellement dominante qu'elle se développe à l'extérieur. Exact. C'est comme... C'est pour ça que pour moi, j'ai pas c'est ma perception. Encore là, moi, je suis moitié minoritaire. Mais je suis arrivé au même final que toi, Mais- Manu. C'est exactement comment ça finit dans ma tête. Mais c'est exactement, c'est exact. Tu sais, fait qu'en tant que Québécois métis, mettons, j'étais un peu tout le temps le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression. Mais tu sais, pour moi, mettons, ça m'insulterait pas. Je trouve pas ça insultant qu'un Québécois blanc, exemple, cuisine des mets latinos, s'il est bon en cuisine, puis qu'il est fait bien, puis qu'il est fait avec respect. Et donc, quand on parle des arts martiaux, pour moi, tant que le respect est présent, puis la reconnaissance des origines des arts martiaux, c'est sûr que si tu es un professeur de XYZ, tu es un combattant ou peu importe ce que tu fais, puis tu enseignes, puis tu fais comme, bah, ben moi, les arts martiaux traditionnels m'entorchent un peu, excusez-moi l'expression, mais qu'au final, tu n'es même pas conscient que ce que tu enseignes, ça vient de là. Si tu passes ce manque de respect-là à tes élèves, c'est là où, pour moi, le bas blesse. Mais si dans le volet culturel et le volet connaissance générale que tu passes à tes élèves, tu transmets le fait que, oui, la Chine a eu son importance, le Japon a son importance, Okinawa, après ça, Hawaï, dans le développement de tous les styles comme nous, on pratique le Kenpo. Donc, la reconnaissance que les Japonais sont allés à Hawaï, ils ont transmis ça à des Américains qui, eux, l'ont amené en Amérique du Nord. Et donc, toute cette connaissance-là, il y en a plein qui ne l'ont pas de part et d'autre. Fait que je pense qu'au final, tu sais, si le respect est là, l'origine de la personne n'a pas vraiment d'importance. Le meilleur exemple de ça, de sommité internationale, qui est respecté probablement, j'imagine, par à peu près tout le monde, c'est dans le karaté, c'est Henshi Patrick McCarthy. C'est un monsieur qui est connu à l'international, mais c'est un Canadien. Là. Mais le travail qu'il a fait de démarche historique, d'écrire des livres, de faire des recherches d'historiens sur le karaté traditionnel, il est allé là-bas, il a vécu là-bas. Bref, au final, il y a sûrement plein de Japonais qui ont fait 100 fois moins pour le développement et le rayonnement des arts martiaux dans leur vie que cet homme-là. Puis cet homme-là, c'est un Canadien. Fait qu'au final, pour moi, l'important, puis c'est la même chose avec un Européen, avec quelqu'un qui serait en Amérique du Sud ou peu importe. Au final, ce qui est important, c'est est-ce que tu fais ça par passion et avec le respect de ta matière première. Tu sais. Exact. Et elle est là, je pense, l'analogie avec la musique, avec le reggae ou avec le hip-hop, c'est la même chose. Qu'un Blanc fasse du reggae ou du hip-hop, on s'en fout si c'est fait dans le respect de la culture d'origine. Et le domaine du hip-hop est plus combatif en général. Il y a beaucoup d'analogies à faire avec les arts martiaux dans le hip-hop aussi. Je pense que toute cette histoire-là d'appropriation culturelle est très overblown. Là, puis encore là, quelqu'un qui va être vraiment woke à gauche va dire « Ouais, ben c'est parce que t'es blanc que tu dis ça, parce que t'es un privilégié que tu dis ça. » Je pense que le monde en ce moment... Ouais, c'est ça. 40 ans. Ouais. Moi, je pense que on vit notre société, le monde aujourd'hui vit un clivage. Là. On commence à se diviser de plus en plus. Ça fait des années que ça fait ça. Mais là, maintenant, on est comme dans le genre, on est dans, ça sent bizarre. Là, c'est pas. Puis je pense que autant à gauche qu'à droite, on tire. Puis ça crée des espèces c'est ça, overblown, là, surenchère de righteousness, là, surenchère de droiture versus surenchère puis je pense que ces histoires-là d'appropriation culturelle passent par cette ordre-là. Je pense que quand les choses vont se calmer, tout ça, on va se... Oui, bien, c'est tout le temps des balanciers, ces mouvements sociaux-là. Hein. Parce que moi, je viens d'une famille... ma mère était très militante, elle l'est encore, elle est très impliquée communautaire, tout ça. Puis pour avoir grandi dans le milieu de gauche des années 80-90, quand je regarde la gauche d'aujourd'hui,
ben je m'y C'est plus la reconnais même. plus tant que ça. Nulle part, là. Fait que la Non. société, elle a vraiment évolué, comme tu dis. Puis je pense que dans les derniers 10 ans, là, depuis Facebook, on va se dire, ça empire ça. Ça empire les divisions à cause du phénomène de bulles puis de chambres d'écho. On s'entoure de gens qui pensent comme nous. Fait que ça fait juste amplifier notre perception que les gens qui pensent pas comme nous sont des attardés. C'est ça. C'est Ouais. pour ça, là. Tu sais, On est dans... regarde, ça se présente dans tous les débats. Tu sais, les gens de Montréal qui regardent les gens des régions de haut en disant que c'est tous des racistes puis des Blancs qui se marient entre cousins. Ben finalement, ils ont le même genre de réflexion que le Québécois qui habite en région, qui pense qu'à Montréal, c'est toute la gauche, puis c'est tout le plateau, puis c'est tout, tu sais. Au final, ça fait que personne se parle, puis c'est rendu fou, là, tu sais. Ça va et il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis on dirait c'est comme... il va falloir que ça pète. Moi, je dis, il va falloir que ça pète à un moment donné. On va arriver au bout de l'élastique à un moment donné. C'est pour ça que de revenir, tu sais, pour moi, de revenir à l'aspect, tu sais, notre famille martiale, tu sais, on a tous notre famille martiale, nos chums, nos élèves qui deviennent, tu sais, il faut faire attention, cette ligne-là est mince des fois avec un élève qui était avec lui depuis 12 ans, tu sais, c'est ton chum, hein, ça devient un chum à un moment donné, tu sais. Puis, mais c'est la famille, tu sais. La famille, c'est important. Puis pour moi, quand on voit tout ça éclater, puis même pas par notre faute, tu sais, quand tu parles de Google, de Facebook, tu sais, Google et compagnie, YouTube, là, tu sais, c'est les fameux algorithmes qui nous enferment dans nos bulles, tu sais. C'est pour ça que de revoir les gens en vrai ou tu sais ce contact-là humain est essentiel aux arts martiaux. Tu sais, le sparring, le côté, tu sais, le côté action-réaction directe de ce qu'on vit, de ce qu'on, tu sais, plutôt que de passer par un média qui, peu importe lequel, là, par des médias, par des outils qui nous enlignent pas aux bonnes places. Tu sais. Absolument. Donc, ou ils peuvent t'enligner aux bonnes places. Si tu es wise, si tu sais qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça, là, tu sais, OK, tu sais, je vais arrêter de me faire feeder ce qu'un algorithme pense que je veux pour me garder chez vous. Puis je vais aller vraiment chercher ce que moi j'ai envie, creuser ce que moi j'ai envie, pas me laisser emmener dans des terriers, mais creuser ce que moi j'ai envie. Absolument. Tu sais, de faire. Oui, exact. L'important, moi, je pense, c'est toujours aussi, là, ça va avec ça, c'est quand tu vas avoir des conversations avec des gens qui pensent pas comme toi. Tu sais, moi, c'est les conversations que j'aime le plus. Moi, parler avec du monde qui pense comme moi, ça mène à rien. Là, ça te nourrit pas, juste, ça te fait pas avancer. Ah oui, tu sais, c'est comme non, tu sais, c'est le fun d'avoir des conflits respectueux puis parler avec des gens qui pensent pas comme toi parce que c'est le même que tu évolues les pensées. Puis c'est important, je pense aussi, justement, dans un moment où est-ce que l'information, on est comment, c'est ça, paye donc pour ton information. Va donc chercher de la meilleure fouille. Puis si tu sais même pas comment aller chercher de l'information, excuse-moi, mais t'es pas prêt à avoir un débat avec moi. Genre, si tu sais même pas où l'information, voyons donc. Moi, je trouve ça plus difficile qu'avant de débattre. Ah, absolument. C'est plus difficile qu'avant parce que maintenant, il y a les 72% qui ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment, puis étant donné que les gens, puis on s'inclut, il faut pas penser qu'on est au-dessus de tout le monde. Là. Mais tu sais, on vit dans des bulles, puis des fois, nos bulles nous amènent, comme tu disais tantôt si bien, tu sais, si t'es pas à l'affût, il faut tout le temps... On tombe dans un monde, puis on pense que ce monde-là, c'est la vérité, puis ce qu'il y a à côté, c'est weird, c'est pas la vérité. Ce qui est pas dans ma bulle, ce qui est pas dans mon feed, c'est pas la vérité. C'est là que ça devient hyper difficile de discuter. Moi, j'ai des amis, on n'est pas dans le sujet des arts martiaux, mais tu sais, j'ai des amis connaissances, c'est ça, qui sont conspirationnistes, tu sais. Puis, c'est dur de discuter, tu sais. Puis, il faut pas être non plus dans la négation qu'il n'y a aucune conspiration ou dans le tout est l'angélisme. Il faut trouver... Il faut juste rester allumé, puis écouter, puis tu sais, je m'en ai dit. Oh, on a une petite coupure.
Aller chercher les bonnes informations aux bonnes places. Ouais. Trouver différentes places, en tout cas. Trouver différentes places. Puis, autant pour les arts martiaux, tu sais, si tu lis des nouvelles juste de droite, c'est sûr que tu vas avoir, à un moment donné, tout ton univers va te faire du sens. Tu penses à droite. Si tu vas juste à la gauche, tout ton univers va faire du sens. Exact. Quand tu vas être là-dedans. Les arts martiaux, c'est la même chose. Ceux qui croient seulement qu'en Shaolin, au Shaolin Kung Fu, puis qui s'abreuvent de Shaolin Kung Fu, vont dire, OK, ben, c'est Bodhidharma qui a inventé le Shaolin Kung Fu, puisque c'est dans la légende, tu sais, puis le Shaolin Kung Fu, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça vient du Shaolin Kung Fu, ça fait que moi, j'ai la vérité, puis vous autres, vous êtes comme mes petits frères, mes enfants, mes descendants. Ouais. C'est nous la source. C'est nous la... Tu sais, si tu t'abreuves juste d'un côté, c'est sûr que tu vas finir par croire, par prendre pour la réalité tout ce qui t'est dit. Absolument. Mais tu sais, il y a un art martial comme Shaolin qui est si vieux, premièrement, là, c'est vieux le style, c'est vieux le temple, mais faut pas croire que c'est pendant 1500 ans, il y a eu du kung-fu sans arrêt là-bas, là, puis que ça a juste le style est parti de 0 à 495, puis là, il est rendu ailleurs en 2020. Il y a eu pendant plusieurs années. Ça a évolué, mais ça s'est interrompu aussi. Le savoir s'est perdu. Les moines Shaolin ont développé des choses, puis à un moment donné, à plusieurs époques en Chine, la religion est devenue bannie ou interdite. Puis Shaolin, on en parle, nous, dans notre milieu des arts martiaux, on en parle comme le berceau du kung-fu, le berceau des arts martiaux. Mais en vérité, l'apport le plus important du temple Shaolin, c'est par rapport au bouddhisme. Donc, et à la base, ce temple-là est un temple bouddhiste. C'est pas une place où on fait des arts martiaux à la base. Ben non. On était là. Tu sais, l'histoire écoute, on en aurait encore pour... C'était pour se mettre en forme. On vous réinvitera pour faire un truc sur... On en fera. On va l'inviter à la table ronde, ça, je m'en allais dire en plus. Ouais, bonne idée. Ça va me faire plaisir. Mais non, c'est ça, tu sais, c'était pour se tenir en forme à la base. Puis tu sais, les arts martiaux, ça peut pas en partir dans quelque part parce que tout le monde se bat dans la vie pour chasser, pour survivre, pour tuer. C'est un instinct de base de l'être humain de se défendre. Fait que de où que ça vient, de où que ça part, c'est comme un peu l'œuf et la poule. Là, c'est vrai. Je dis souvent, depuis que l'humain il a appris que quand il prenait un bâton dans sa main puis qu'il fait ça sur la tête de l'autre, il pouvait avoir son morceau de viande. Ah ben là, fait que c'est ça. Fait que, mais ce que je pourrais dire avec confiance, peut-être, c'est que Shaolin serait l'union de l'esprit du spirituel avec le martial. Je pourrais dire que ça pourrait avoir débuté avec Shaolin. Ça, je serais confiant. C'est le birthplace, comme Okinawa pour nous, mettons. Pour le karaté, Okinawa, c'est... exact. Tu sais, c'est comme... Tout le monde a leur lien leur point de départ zéro, mettons, là, tu sais. C'est ça. Donc, pour en revenir à Shaolin, puis à comment c'est fait aujourd'hui, si on prend ce que le temple nous dit avec l'abbé, le chef du temple qui est là, ce qu'il nous dit, que c'est comme ça, le temple de Shaolin, c'est ça, l'histoire est de même. L'abbé du temple Shaolin, il a sa propre vision. Il a sa propre vision, mais c'est aussi un agent du gouvernement. Là, c'est pas un moine bouddhiste qui est là, chill, cool. Il s'habille en moine, il a l'air d'un moine. Il joue la game du moine, mais c'est un CEO. Là, c'est un chef d'entreprise là, qui gère Shaolin. C'est l'église des années 50. Ah ouais, c'est une entreprise de plusieurs millions de dollars. Ça, c'est clair plusieurs millions de dollars. La notion, l'importance que ça a maintenant pour le tourisme international fait que c'est devenu... Exactement. Devenu Puis même le tourisme intérieur, parce que, la Chine sont combien de milliards? 1 milliard, 300 millions. 1,3 milliard, exact. Ah, c'est fou, tu sais. Fait que eux autres, ils ont pas besoin de nous autres pour faire leur tourisme. Ils s'autofinancent à Londres. Ouais. Fait que c'est ça. Même là-dedans, tu sais, même dans les arts martiaux, il y a une espèce de révisionnisme historique, il faut pas rien prendre pour du cash, tu sais, dans la vie. Puis je pense que c'est le fun d'aller chercher les deux
les deux côtés de la médaille, de regarder ce que lui dit, ce que l'autre dit, puis de te faire une tête là-dessus. Pas nécessairement de te faire une tête sur quelque chose, puis d'aller chercher ce qui corrobore ce que tu penses, tu sais. Ça, c'est là, tu sais, qui est le petit switch là à faire. C'est quelque chose de magnifique que nous, on a la chance de faire dans les podcasts. En parlant avec autant de monde, d'autant de styles, puis tout ça. Oui. C'est fou. C'est une belle idée que vous avez, les gars. C'est le fun. Tu sais, quand Manuel m'a approché pour ça, évidemment, je suis allé écouter avant. Tu sais, parce que des fois, tu veux pas le faire, puis tu te retrouves dans quelque chose. Mais non, le professionnalisme, puis l'ouverture tu sais, c'est vraiment une bonne idée. Puis moi, c'est les podcasts, je tripe. C'est sûr que, tu sais, j'en écoute. Tu sais, en allant travailler à Montréal, tu sais, à un moment donné, tu tombes dans les podcasts tout le temps. Puis c'est un médium génial. Là. Je suis bien content que vous m'ayez approché pour faire ça. Ben, ça nous a fait plaisir. C'est une très bonne idée. On a battu aujourd'hui les records de durée d'épisode. Ouais. Ça va être l'épisode le plus long ever à date. J'espère que ça ne sera pas le plus boring à date non plus. Non. Non, je fais des blagues, mais tu sais, quand on tombe dans les arts martiaux, c'est facile de passer. Tu sais, tout connecte avec les arts martiaux. Tu sais, on peut parler de politique. Les arts martiaux, c'est aussi l'art de la guerre. Hein, donc, avec l'art de la guerre, c'est l'art de la politique aussi. Donc, tu sais, on a parlé on a discuté d'appropriation culturelle. C'est, tu sais, la culture, c'est tout ça, c'est des choses tellement de notre temps, de notre temps. Puis qui connecte tellement avec les arts martiaux. Donc, ce que je dis à mes élèves par rapport à cette pandémie-là qui s'y arrive, je sais, vous avez appris à donner des coups de poing, à donner des coups de pied, mais on le sait très bien que vous n'aurez pas à faire ça souvent dans votre vie, là. Évidemment, à part en tournoi, à part en combat sportif. Mais tu sais, quand on parle de la légitime défense, devoir se défendre, utiliser les arts martiaux pour l'aspect martial, l'aspect autodéfense, on souhaite de ne pas avoir à ce que ça nous arrive souvent dans la vie. Puis si ça t'arrive souvent, ben t'as un problème. C'est peut-être toi le problème, tu sais. Exact. T'es pas à la bonne place. Mais apprendre à respirer, apprendre à s'adapter, apprendre à rester discipliné. T'sais, contrôler nos émotions. Contrôler nos émotions. Tout ça, toute la méditation. Apprendre à respirer, je dis, ça, là, vous en avez besoin toute votre vie. Puis c'est à ce moment-là que notre combat en Shaolin, nous autres, commence. C'est que là, tout notre entraînement, je dis en Shaolin parce que je parle à mes élèves, mais j'imagine c'est là que notre combat commence en ce moment. C'est là qu'on va voir est-ce qu'on est des, entre guillemets, là, je le fais parce qu'on ne le voit pas, entre guillemets, est-ce qu'on est des bons soldats, est-ce qu'on a été bien entraînés pour supporter la difficulté qu'on est en train de traverser. Puis, c'est une grosse difficulté qu'on est en train de traverser, mais on n'est pas non plus, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Non, exact. Il n'y a pas personne qui c'est ça, il faut relativiser. Il n'y a pas personne qui est envoyé au front. Il n'y a pas la conscription, tu sais. On va peut-être manquer nos Noëls avec nos parents, là, mais tu sais, je veux dire, c'est là que cet aspect-là martial, c'est là que l'entraînement prend son sens. C'est là que tu fais comme, OK, c'est à ça que ça a servi, mon entraînement. Tu sais, moi, ça m'arrive de passer du temps où je fais comme, je suis découragé, comment je vais repartir à l'école? Tu sais, on n'a pas fermé notre école, nous, et on est encore ouvert, là, techniquement, parce qu'on peut pas, je peux pas avoir d'élèves, mais je veux dire, j'ai pas mis les clés dans la porte, là, j'attends, j'ai hâte, mais c'est décourageant. Des fois, c'est difficile, tu sais, c'est tough. Moi, il a fallu que je me pogne, je retourne faire une autre job, là, tu sais, là, je fais de la suppléance dans les écoles en attendant que l'école puisse, que mon école puisse recommencer. Tu sais, la prison aussi, c'est fermé, là. Les civils sont tous sortis, on peut pas rentrer en prison, là, c'est plus tout l'enseignement. Juste les agents qui peuvent y aller, tu sais, presque, là. Tu sais, donc, on s'adapte, puis quand c'est difficile, on passe le moment difficile, on se remet à respirer, on se recentre, méditation, respiration, puis that's it, on continue, puis show must go on. C'est un excellent mot de la fin, ça. Merci beaucoup, Marc-André. C'était plaisir, les gars. Fascinant, pour vrai. Merci, merci. Comme Jérémy disait, on va sûrement vous recontacter pour une table ronde qu'on prépare avec plusieurs invités.
Anytime, ça va me faire plaisir. Ça a été une belle rencontre avec vous autres, les gars, aujourd'hui. Je suis content de vous avoir connus. Puis, anytime vous avez envie de me jaser, je suis là. Ah, excellent. Merci. All right.